après la communion. C'est même elle qui avait proposé en rouille. Jules, tu sais, à partir d'aujourd'hui, on s'achètera le journal tous les jours. On le peut. Comme ça. Elle venait de penser à lui, son mari. Et puis alors, elle avait pensé à sa mère, à lui. La belle mère en rouille. Et elle était redevenue sérieuse, la fille. Comme avant qu'on ait fini de payer. Et c'est ainsi que tout a recommencé avec cette pensée-là, parce qu'il y avait encore des économies à faire à propos de la mère, de son mari, de cette vieille-là. Dans le fond du jardin qu'elle était, dans l'enclos où s'accumulaient les vieux balais, les vieilles cages à poules et toutes les ombres des bâtisses d'alentour, elle demeurait dans un bas logis d'où presque jamais elle ne sortait. Et c'était d'ailleurs des histoires à n'en plus finir, rien que pour lui passer son manger. Elle ne voulait laisser entrer personne dans son réduit, pas même son fils. Elle avait peur d'être assassinée. Elle disait. On lui mettait les repas devant sa porte. On gardait son argent. C'était bien ainsi. Mais elle se plaignait de ces divers arrangements, et pas seulement de ceci, elle se plaignait de tout. Quand l'idée vint à la belle fille d'entreprendre de nouvelles économies, elle en toucha d'abord quelques mots au mari pour le tâter, pour voir si on ne pourrait pas faire, par exemple, entrer sa vieille chez les sœurs de Saint-Vincent. Des religieuses qui s'occupent justement de ces vieilles gâteuses dans leur hospice. Lui ne répondit ni oui, ni non. Le fils. C'est autre chose qui l'occupait dans le moment. Ces bruits dans l'oreille qui n'arrêtaient jamais. Avec ça, je ne dormirai pas. Qu'il se répétait tout haut pour bien s'angoisser davantage. Tu peux pas t'imaginer. Mais elle n'avait jamais essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, ni imaginer ce qui le turlupinait avec ses malaises d'oreille. Tu m'entends bien pourtant? Oui. Eh bien, ça va alors? Tu ferais mieux alors de penser à ta mère, qui nous coûte si cher, et que la vie augmente encore tous les jours, et que son logement est devenu une vraie affection. La femme de ménage passait chez eux 3 heures par semaine pour laver. C'était la seule visite qu'ils eussent reçue au cours de bien des années. Elle aidait aussi Madame Enrouille à faire son lit, et pour que la femme de ménage ait bien envie de le répéter aux environs, chaque fois qu'elle retournait ensemble le matelas depuis 10 ans, Madame Enrouille annonçait sur le ton le plus élevé possible « Nous n'avons jamais d'argent à la maison !» Pouf, pouf. À titre d'indication et de précaution comme ça, pour décourager les voleurs et les assassins éventuels. Parce qu'avant de monter dans leur chambre, les Enrouilles, ils fermaient avec un grand soin toutes les issues. L'un contrôlant l'autre. Et puis on allait jeter un coup d'œil jusque chez la belle-mère, au fond du jardin, pour voir si la lampe était encore allumée. C'était signe qu'elle vivait encore. Elle enduçait de l'huile. Elle n'éteignait jamais sa lampe. Elle avait peur des assassins aussi, et peur de ses enfants en même temps. Depuis 20 ans qu'elle vivait là, jamais elle n'avait ouvert ses fenêtres, ni l'hiver, ni l'été, et jamais éteint non plus sa lampe. À travers sa porte, elle engueulait tous ceux qui s'approchaient de Saturne. Mais ce n'est pas de ma faute si vous vieillissez, grand-mère, tentez de parlementer la bru. Vous avez vos douleurs comme toutes les personnes âgées. Âgez vous-même, petite grenine, petite salope! C'est vous qui me ferez crever avec vos sales menteries! Elle niait l'âge avec la fureur la plus grande de la mère Enrouille. Elle refusait, comme une sale imposture, le contact.
les fatalités et les résignations de la vie extérieure. Elle ne voulait rien entendre de tout cela. C'était des tromperies! Et c'est vous-même qui les avez inventées! Elle avait la certitude que si elle ouvrait sa porte, les forces hostiles déferleraient chez elle, s'empareraient d'elle, et que ça serait fini une fois pour toutes. Oh, ils sont malins aujourd'hui! Ils ont des yeux partout autour de la tête! Et des gueules jusqu'au trou du cul! Et d'autres partout, encore, et rien que pour mentir! Ils sont comme ça! Elle venait d'un temps où le petit peuple n'avait pas encore appris à s'écouter vieillir. Mais je veux travailler, moi! Si tu veux pas me donner mon argent, tu m'entends, petit friponne? Je vais travailler! Mais vous ne pouvez pas, grand-mère. Ah, je peux plus! Essaye donc d'entrer dans mon trou pour voir! Je vais te montrer si je peux plus! Et on l'abandonnait encore un coup, dans son réduit, à se protéger. Mais tout de même, il voulait à toute force me la montrer, la vieille. J'étais venu pour ça. Et pour qu'elle nous reçoive, ça a été une fameuse manigance. Et puis pour te dire, je ne voyais pas très bien ce qu'on me voulait. On leur avait dit que j'étais un médecin bien doux, bien aimable, bien complaisant. Ils voulaient savoir si je ne pouvais pas le faire tenir tranquille, leur vieille, rien qu'avec des médicaments. Mais ce qu'ils désiraient encore plus, au fond, et elle surtout, c'est que je la fasse interner, la vieille, une fois pour toutes. Quand nous eûmes frappé, pendant une bonne demi-heure à sa porte, elle a fini par ouvrir d'un seul coup, et je l'ai eue là, devant moi, avec ses yeux bordés de sérosité rose. Mais son regard dansait, bien guilleret quand même, au-dessous de ses joues, tapées et bises, un regard qui vous prenait l'attention. Ce regard allègre animait tout alentour, sa voix cassée quand elle vociférait, reprenait, guillerette, les mots quand elle voulait bien parler comme tout le monde, et vous les faisait alors sautiller. L'âge l'avait recouverte comme un vieil arbre frémissant de rameaux allègres. Elle était gaie, mais contente, crasseuse, mais gaie. Ce dénuement où elle séjournait depuis plus de 20 ans n'avait point marqué son âme. C'est contre le dehors qu'elle était contractée, comme si le froid, tout l'horrible et la mort ne devaient lui venir que de là, pas du dedans. Alors sa belle-fille y revenait à son projet d'internement. Croyez-vous pas, docteur, qu'elle est folle? Il n'y a plus moyen de la faire sortir. Ça lui ferait du bien pourtant de temps en temps. Mais si, grand-mère, ça vous ferait du bien, ne dites pas non. Ça vous ferait du bien, je vous assure. Et la vieille hochait la tête, Fermée, entêtée, sauvage. alors qu'on l'invitait comme ça. Elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle. Elle aime mieux faire dans les coins. Il fait froid chez elle et il n'y a pas de feu. C'est pas possible. Voyons qu'elle reste comme ça. N'est-ce pas, docteur, que c'est pas possible? Moi, je faisais celui qui ne comprenait pas. Et la vieille se remit en colère. Rendez-moi tout ce que je possède. Et puis je m'en irai d'ici. Ouais, j'ai de quoi vivre, moi. Et vous n'en entendrez plus parler de moi, une bonne fois pour toutes. De quoi vivre? Mais grand-mère, vous n'allez pas vivre avec vos 3000 francs par an, voyons. La vie a augmenté depuis la dernière fois que vous êtes sortis. N'est-ce pas, docteur, qu'il vaudrait bien mieux qu'elle aille chez les sœurs, comme on lui dit, qu'elles s'en occuperont bien, les sœurs. Elles sont gentilles, les sœurs. Chez les sœurs, j'y ai jamais été, moi, chez les sœurs. Alors pourquoi que j'irai pas chez le curé pendant que vous y êtes? Hein? Si j'en ai point assez d'argent comme vous dites, eh bien, j'irai encore travailler. Travailler? Grand-mère? Mais où ça? Ah, docteur, écoutez cette idée. Elle veut travailler à son âge, à 80 ans bientôt. C'est de la folie, ça, docteur. Qui est-ce qui voudrait d'elle? Mais grand-mère, vous êtes folle. Folle! Personne! Plus personne et nulle part! Sale caca! Écoutez-la, docteur.
maintenant qui délire et qui m'insulte, comment voulez-vous que nous la gardions ici? Qu'est-ce qu'il en sait, celui-là? Si je suis folle, il est-il dans ma tête? Il est-il dans la vôtre? Faudrait qu'il y soit pour savoir. Foutez donc le camp tous les deux. Allez-vous-en de chez moi. À me tracasser, vous êtes plus méchant que l'hiver de 6 mois. Allez voir mon fils plutôt que de rester ici à jaboter dans de la ciguë. Il a besoin du médecin bien plus que moi, mon fils. Celui-là qui n'a plus de dents déjà, et qui les avait si belles quand je m'occupais de lui. Allez, je vous dis, foutez-moi le camp, tous les deux. Et elle a claqué la porte contre nous. En rouille, lui, il était resté près du poêle. Il préférait ne pas savoir précisément ce qui se manigançait entre sa femme, sa mère et moi. Au retour de cette incursion fâcheuse, Madame Enrouille continua de masticoter de questions. Et encore dans le même sens, le prix de la vie augmentait sans cesse. La passion de la belle-mère, la pension de la belle-mère ne suffisait plus. Eux aussi vieillissaient après tout. Ils ne pouvaient plus être comme autrefois, à avoir peur toujours que la vieille meure sans soin. Qu'elle mette le feu, par exemple, dans ses puces et dans la saleté. Au lieu d'aller dans un asile bien convenable, où on s'occuperait bien d'elles, si je voulais les aider, prendre pitié d'eux, les débarrasser de la vieille, si malheureuse elle aussi dans les conditions où elle s'entêtait à demeurer, et qu'on pourrait même louer son pavillon, suggéra le mari, soudain réveillé. C'était la gaffe. Sa femme lui écrasa le pied sous la table. Lui ne comprenait pas pourquoi. Pendant qu'il se chamaillait, je me représentais le billet de 1000 francs que je pourrais encaisser rien qu'à leur établir le certificat d'internement. Ils avaient l'air d'y tenir énormément. J'en étais tout pénétré de ces réflexions. Quand la vieille vint faire irruption dans la pièce où nous complotions, on aurait dit qu'elle s'en doutait. Quelle surprise! La voilà qui nous engueulait d'emblée, retroussée, et moi en tout particulier. Elle était venue rien que pour ça du fond de sa cour. Fripouille! Tu peux t'en aller! Fous ton camp! Je te l'ai déjà dit! C'est pas la peine de rester! J'irai pas chez les fous! Et chez les sœurs non plus que je te dis! T'auras beau faire et beau mentir, tu m'auras pas petit vendu! C'est eux qui s'en iront avant moi! Les salauds! Les détrousseurs de vieilles! Les détrousseurs de vieilles femmes! Et toi aussi, canaille! Tu iras en prison! Que je te dis, moi! Et donc pas longtemps encore! Décidément, j'avais pas de veine. Pour une fois, on pouvait gagner 1000 francs d'un coup. Je ne demandais pas mon reste. Dans la rue, elle se penchait encore au-dessus de petits péristyles, rien que pour m'engueuler de loin, en plein dans le noir où j'étais réfugié. Canaille! Canaille! Qu'elle hurlait. Ça résonnait. Canaille! Quelle pluie! Je trottais d'un réverbère à l'autre jusqu'à la pissotière de la salle des fêtes. Premier abri. À droite de mon banc s'ouvrait un trou, à même le trottoir.